Super, je peux peut-être, on va commencer par se présenter. Du coup, merci encore d'être là. Donc moi, je m'appelle Mathieu tout le monde. Je suis le fondateur d'Agotera. Et Agotera, c'est en deux mots une entreprise à mission qui, grâce notamment à des partenaires terrain comme Gaiago, permet l'accompagnement et le financement du changement de pratique d'agriculteurs et d'agricultrices. Et on le fait via le financement d'entreprises engagées. Olivier, peut-être je te laisse te présenter. Ouais, merci Mathieu, bienvenue à tous. Donc effectivement, Olivier Rodel, je travaille chez Gaiago, donc porteur de projet. Je présenterai un petit peu plus l'entreprise tout à l'heure. Donc agronome de formation, je m'occupe de la commercialisation de nos crédits carbone. Je me considère un peu, on va dire, porte-parole de nos agriculteurs engagés auprès des entreprises et institutions qui s'intéressent justement à tous ces sujets-là. Et Pierre? Ah, je ne sais pas si Pierre nous entend. Pierre, voulez-vous... Ouais. Donc, moi, je suis Pierre Taix, je suis donc vigneron à Puisseguin, Saint-Émilion, donc sur la rive droite bordelaise. Je possède environ une centaine d'hectares et j'exploite une centaine d'hectares. Et donc, j'ai participé au programme Gaiago Carbone, voilà, sur la première année, c'est-à-dire il y a 3 ans, 4 ans. Super, merci. Et c'est toujours vraiment chouette d'avoir des agriculteurs aussi qui puissent voilà, témoigner de leur expérience sur le terrain. Donc, merci beaucoup, Pierre, de t'être libéré ce matin pour cette présentation qui va parler de la revitalisation de nos sols et du rôle que peuvent avoir finalement les entreprises dans cet enjeu planétaire qui sont nos sols. Et avec, du coup, on aura d'abord une petite présentation un peu macro sur ces enjeux sols. Ensuite, on donnera la parole à Olivier qui va venir zoomer finalement sur l'approche de revitalisation des sols avec une approche Gaiago basée sur les champignons et les bactéries. On en reparlera tout à l'heure. Et puis enfin, on donnera la parole à Pierre qui représentera le terrain aujourd'hui et qui nous fera un retour d'expérience puisque Pierre a été un des premiers pionniers dans le programme Gaiago et s'est engagé maintenant il y a quelques années. Et donc, on va pouvoir partager ses résultats. D'abord, pour repositionner rapidement le contexte, voilà, Agotera, c'est une entreprise du coup que j'ai lancée il y a un peu plus de 5 ans quand on a passé la ferme familiale en bio. On a remonté notre chaîne de valeur lin, d'où la photo, vous voyez le lin en fleurs. C'est exactement ce qu'on peut voir dans les champs juste derrière moi. Du coup, nous, on fait le lien aujourd'hui avec des entreprises qui souhaitent s'engager dans le cadre de leur stratégie, notamment pas de décarbonation, leur stratégie aussi de séquestration, qui souhaitent s'engager aux côtés d'agriculteurs qui vont être soit positionnés sur leur territoire ou au sein de leur chaîne de valeur et vont venir financer des projets d'agriculteurs comme Pierre, qui vont mettre en place un certain nombre de pratiques d'agriculture régénératrice au niveau du terrain. Et Agotera, en lien avec différents partenaires terrain comme Gaiago, on va s'occuper finalement de faire le lien entre ces deux mondes pour accélérer notamment la revitalisation des sols. On travaille aujourd'hui avec un peu plus de 4000 agriculteurs, une centaine d'entreprises et sur une cinquantaine de filières, notamment la filière Viti. Quand on parle d'agriculture, et pour prendre un peu de recul, on a à la fois une agriculture qui va être une cause majeure de la crise climatique. Aujourd'hui en France, c'est à peu près 2% du PIB et près de 20% des gaz à effet de serre. On a 52% des sols qui sont dégradés. Donc là, c'est, on va dire, le constat, sachant que l'agriculture peut être une solution, on va le voir juste après. Et aujourd'hui, on souhaitait, avec Pierre et Olivier, vraiment faire un focus sur les sols, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais nos sols français sont aujourd'hui très dégradés. 48% de nos sols sont aujourd'hui en bonne santé, et on en a 15% qui sont fortement dégradés et 2% dans un état même critique,
où ça va prendre potentiellement plusieurs années pour les revitaliser. Et donc là, on voit la carte que finalement, il y a les régions notamment voilà, du nord de la France où on a notre ferme, donc les cultures qui peuvent être très intensives, mais aussi la région du sud-ouest qui peuvent être concernées, ainsi que le centre qui peuvent être concernés par ces sujets de pression sur les sols liés aux pratiques agricoles. Et j'ai toujours cette question, ok, mais comment on se positionne par rapport aux autres? Alors, on est plutôt moins bon élève par rapport au niveau mondial. Donc, 40% des sols mondiaux sont aujourd'hui dégradés. Donc ça, c'est une source de la FAO. Mais ça reste inférieur aux estimations à l'échelle européenne, qui aujourd'hui, l'Union européenne annonce que 60% des sols agricoles européens seraient dégradés. Mais on voit que c'est un enjeu, finalement, aujourd'hui mondial, de remettre le sujet des sols vivants au sein des stratégies et en lien avec notre agriculture. Et pourquoi, pour nous, à Gotera et Pierre et Olivier, c'est si crucial, finalement, ce sujet de sols vivants? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les sols sont le premier puits de carbone terrestre au niveau européen. Donc, sans les sols agricoles, en tant que puits de carbone, on ne va jamais pouvoir atteindre nos objectifs, donc de rester sous les 1,5 et donc d'atteindre via cela la neutralité carbone, c'est-à-dire la capacité notamment des sols, des océans et des forêts de stocker les émissions résiduelles avec cet objectif, donc à 2050, vraiment d'atteindre le net zéro, donc d'équilibrer finalement les émissions de gaz à effet de serre et les puits de carbone. Et donc, je souhaitais, avant qu'on rentre dans le détail de qu'est-ce qu'un un puits de carbone agricole, en fait, c'est assez simple. Je vais vous rappeler quelques notions de SVT en cours de 4e. Mais le premier mécanisme des sols, ça va être le mécanisme de la photosynthèse. En fait, la plante, en grandissant, va finalement prendre donc, cette molécule de CO2, de carbone, absorber la molécule de carbone et rejeter l'O2, donc de l'oxygène. Ensuite, la plante va mourir et va, par un phénomène de minéralisation, être absorbée et finalement devenir de la matière organique jusqu'au humus. Et finalement, ce phénomène n'est possible que par les micro-organismes tels que les bactéries, les champignons, on va le voir, mais aussi un peu les vers, les insectes qui vont digérer finalement et permettre notamment au passage libérer les nutriments qui sont nécessaires aux croissances de la plante. Et plus finalement le sol va être vivant, plus il va être capable d'ingérer donc du carbone et du coup de permettre aux plantes de se développer et de déployer leur mécanisme de photosynthèse. Donc c'est vraiment un cycle du carbone qui aujourd'hui peut être cassé, notamment par des pratiques agricoles qui vont mettre de la pression sur nos sols et donc la nécessité de repenser finalement notre agriculture. J'aime bien ce schéma qui peut paraître compliqué, mais qui montre très clairement que notre agriculture a évolué dans une zone de risque, qu'on appelle de zone de risque. C'est finalement cette zone où on fait régulièrement face à des stress hydriques, comme on peut le vivre de réchauffement climatique finalement, d'appauvrissement des sols et également une chute de la biodiversité. Et on voit en fait que finalement, plus le changement climatique va être intense, plus on va avoir cette zone rouge, mais on a également à prendre en compte les sujets liés à la perte de biodiversité dans nos sols et notamment qui va en fait avoir un impact. Et donc, pour finalement revenir en arrière de cette zone de risque vers une zone d'incertitude, mais qui va être plus modérée, la seule manière de le faire, c'est de changer nos pratiques et donc de mettre en place des pratiques avec cette double vision de réduire les émissions dans l'agriculture, mais également travailler sur la revitalisation de nos sols et l'impact sur la biodiversité.
Et donc, on voit finalement qu'il y a des pertes de rendement qui sont voilà, aujourd'hui potentiellement importants. Et donc, il est nécessaire de finalement revenir en arrière avec différentes pratiques, voilà, réduction du labour notamment et la diversification des cultures. Et le principal défi aujourd'hui, pour finalement ce retour en arrière dans une zone voilà, d'incertitude, mais pas d'une zone de risque comme on le vit actuellement, c'est de financer la transition avec des agriculteurs qui, comme Pierre va pouvoir nous le témoigner, sont prêts à s'engager en fait, mais ont besoin en fait d'un appui financier pour passer à l'action. Donc ça, c'est The Shift Project, donc c'est le think tank notamment animé par Jean-Marc Jancovici qui avait interrogé un échantillon de 7000 agriculteurs en novembre 2024 et on voit bien cette volonté, mais cette nécessité d'être appuyé à la fois d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue technique et agronomique pour mettre bien en œuvre finalement le plan d'action sur ces deux volets, climat et biodiversité. Et donc, c'est là où on introduit cette notion finalement d'agriculture régénératrice, où on va pouvoir en fait jouer sur deux tableaux, à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple en réduisant drastiquement les engrais chimiques pour passer sur de l'engrais organique, réduisant ou stoppant d'ailleurs le travail du sol. En élevage, on peut aussi jouer sur l'alimentation du troupeau, plutôt que d'aller chercher du soja importé, travailler sur du colza local. Et ensuite, il y a un deuxième tableau, véritablement d'augmenter la séquestration de carbone, notamment dans nos sols, mais aussi via des infrastructures agroécologiques telles que les haies, l'agroforesterie ou encore mettre en place des couverts végétaux. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on va à la fois jouer, vous l'avez compris, sur le volet climat, qui est important, pour lutter notamment contre le changement climatique qui impacte notamment les rendements, mais également on va pouvoir jouer sur des sujets de biodiversité qui sont également nécessaires, donc avec énormément de co-bénéfices, donc sur l'eau, la fertilité des sols et une rémunération aussi plus juste de la transition. Et donc, on avait aussi envie de dire, de parler du rôle des agriculteurs, et on aura un témoignage juste après avec Pierre, mais également du rôle des entreprises. En fait, le rôle des entreprises est super important, donc c'est souvent ce qu'on dit, c'est le mesurer, réduire, donc avec des trajectoires bas carbone, ambitieuses, qui suivent les accords de Paris, donc notamment avec Science Based Targets, sur le scope 1, 2, 3, mais également, et c'est nécessaire, c'est finalement l'importance pour les entreprises de contribuer au développement des puits de carbone, et notamment des puits de carbone terrestres dont on va parler, qui sont les sols, puisque, vous l'avez compris, l'objectif in fine étant d'atteindre le net zéro, la neutralité carbone mondiale, pour équilibrer les émissions qui vont rester résiduelles liées notamment aux activités humaines, mais être sûr que l'intégralité de ces émissions soit stockée, et notamment dans les puits de carbone naturels. Et donc, je voulais vous parler d'un de nos clients qui a pris le sujet à bras-le-corps et qui, selon moi, ont une vision extrêmement ambitieuse, mais aussi réaliste face à l'enjeu auquel on fait face. Il s'agit de Pierre Fabre, et notamment il s'agit d'Alexandre Panel. Donc Alexandre Panel, c'est un ingénieur agro qui s'occupe notamment de la ferme Pierre Fabre. Il est aussi président d'un conservatoire botaniste, donc il s'y connaît très très bien. Et lui, il a voulu en fait lier deux choses. Les sujets liés aux résiliences de ces filières d'approvisionnement, notamment sur le chardon-marie qui est utilisé dans les shampoings Chlorane, mais également lier ces engagements avec ces engagements climat, avec finalement cette nécessité de contribuer à la neutralité carbone d'ici 2050. Et du coup, ils ont travaillé sur un objectif ambitieux, donc en partant des émissions du groupe, vous voyez sur la courbe, et une volonté dès 2023
d'activer des puits carbone. Donc, c'est la partie verte que vous voyez sur le graphique. Et donc, finalement, leur objectif, c'est de financer des puits de carbone à hauteur de 790 000 tonnes équivalent CO2 sur la période 2023-2025. Et à date, ils ont déjà réalisé le financement pour 1/3 de ces puits de carbone. Et pourquoi ils le font? Quand on en parle avec Alexandre, et c'est ce que j'ai remis sur cette slide, déjà, c'est un sujet pour eux, finalement, de résilience et de sécurisation de leurs approvisionnements. Ils ont quantifié que le coût de la baisse de rendement agricole lié au changement climatique était de l'ordre de 25 millions d'euros annuellement, car environ 37% du CA de Pierre Fabre actuellement est réalisé par des produits dont l'actif est issu des plantes. Donc on parle de résilience des filières, sécurisation des appros, et aussi un sujet réglementation avec la CSRD, même si elle a été finalement un petit peu réduite dans son ambition avec Omnibus, ça reste un cadre européen qui va être mis en application à assez court terme. Donc anticiper, mettre en place des actions à un coût moins important aujourd'hui que si subi demain, par exemple. Ensuite, ils ont également une logique avec leurs différentes parties prenantes, et notamment leurs parties prenantes financières, où ils ont des prêts green bonds, green loans, qui leur permet aussi de financer à des taux avantageux leur transition. Et ensuite, c'est une conviction, voilà, qui pour Alexandre, qui est lui agronome, de lier vraiment les deux aspects, vraiment climat et biodiversité, et d'ancrer sur leur territoire cet engagement. Et donc, en fait, très concrètement, on a été recruté une vingtaine, trentaine d'agriculteurs auprès de 3 fournisseurs, donc vraiment dans leur chaîne de valeur, sur différentes plantes médicinales. Et avec Gaillago, on a engagé finalement ces agriculteurs dans ce programme bas carbone qui a été voilà, financé notamment par Pierre Fabre, tout en étant, vous l'avez compris, valorisé in fine dans leur objectif climat. Et donc, je vous propose maintenant de vous donner la parole à... Voilà, on a pas mal parlé de l'approche Gaillago, et donc de donner la parole à Olivier pour expliquer très concrètement ce qu'est Gaillago, leur mission et comment ils fonctionnent sur le terrain, main dans la main avec les agriculteurs qui sont engagés dans la démarche. Merci Mathieu, merci pour cette introduction, cette mise en lumière autour des sols. Donc effectivement, Gaillago, on est une entreprise bretonne basée à Saint-Malo, on a à peu près une quarantaine de personnes. On a été fondé en 2014 avec une vision simple, c'est que l'homme est vivant quand la terre est vivante. Et notre mission qu'on s'est donnée, c'est de revitaliser les sols et de maximiser finalement la performance de l'agriculture régénératrice. Et alors, si tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît. On a, en fait, concrètement, on travaille des solutions biostimulantes avec une solution phare qui s'appelle le NutriGeo. NutriGeo, c'est une solution prébiotique, donc il n'y a rien de vivant dedans, il n'y a pas de micro-organismes. Par contre, on va activer la microbiologie du sol. Donc, à la différence, par exemple, des pratiques de non-labour, comme a évoqué tout à l'heure Mathieu, ou de mise en place de couverts, qui auront pour but plutôt de préserver ou de nourrir cette microbiologie, nous, on va donner en fait un peu un signal d'activation à ces champignons pour se réveiller. Et donc, ces champignons, une fois qu'ils seront activés, qu'ils seront réveillés, ils vont avoir différents rôles dans le sol. Il y aura bien sûr un rôle sur la transformation de cette matière organique fraîche, comme l'a dit tout à l'heure Mathieu, en matière organique stable. C'est ça, le fameux carbone qui est dans les sols, qui reste longtemps. Mais on va aussi avoir d'autres effets, d'autres bénéfices agronomiques en jouant sur la structure, en amenant de la porosité. Et donc finalement, un sol qui a plus de matière organique stable et une meilleure porosité, c'est un peu comme une éponge qui est en bonne santé, qui est neuve, qui va permettre du coup de mieux absorber l'eau quand elle le reçoit et de mieux garder cette eau, donc une meilleure rétention de l'eau. Et jouer également sur les nutriments. Donc ça, c'est les bénéfices agronomiques qui sont liés à l'application de ce produit. Donc c'est un produit utilisable en agriculture biologique, hein, évidemment.
Et en fait, en partant de ces bénéfices-là, on a vu dans les années 2010-2020 qu'il y avait tout un marché du carbone qui était en train de se structurer, avec justement des entreprises qui cherchaient des solutions pour soit réduire, soit stocker du carbone. Et donc, on s'est dit, nous, on a une solution à proposer justement avec le Nutrigeo. On s'est dit comment on pouvait faire matcher ces deux. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé le programme Gaillago Carbone, dont le but est de rémunérer les agriculteurs sur le carbone qu'ils stockent réellement dans leur sol. Donc, très concrètement, comment ça se traduit? Si tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît. C'est un programme sur 5 ans où le produit est appliqué chaque année, le Nutrigeo est appliqué chaque année, et on va faire une mesure de la teneur en matière organique des sols, donc du carbone organique dans les sols, à 3 moments. Avant la première application, pour avoir un peu un point de départ, en 3e année et en 5e année. Et on va simplement faire la différence entre l'année 3 et l'année 0 pour mesurer finalement le carbone qui a été stocké, le carbone qui a évolué. Et ce carbone qui a été stocké, on va ensuite le faire certifier par des labels reconnus comme Gold Standard ou ISO, pour ensuite les proposer justement sur le marché volontaire avec des partenaires comme Agoterra par exemple. Ce crédit-là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un crédit qui est vraiment concret, entre guillemets, c'est quelque chose qui va vraiment se passer dans les sols. Et l'idée de ce programme-là, c'était aussi de pouvoir l'associer avec d'autres pratiques régénératives, par exemple apporter des couverts, etc. Et finalement, toutes pratiques ajoutées en addition vont permettre aussi d'aller augmenter finalement le potentiel de stockage. Et donc, si tu vas sur la prochaine slide, s'il te plaît, Mathieu, pour vous faire un peu un bilan de la première promotion. Alors, ce que j'appelle promotion, ce sont des groupes d'agriculteurs. Donc aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 50 000 hectares qui ont été engagés. On a un peu plus de 1000 agriculteurs qui travaillent avec nous et qui sont donc décomposés en promotions qui correspondent à peu près à une année. Et donc là, on a reçu les résultats de la première promotion qui ont été lancés en 2022. Et on a un stockage annuel de 3,1 tonnes par hectare et par an. Et donc, ce que je disais, c'est que ce résultat-là aussi, il peut être amélioré en fonction des pratiques régénératives. Également, on peut voir aussi des différences en fonction des agrosystèmes, notamment le système viticole qui ressort plutôt bien. Pierre pourra nous en parler rapidement après. Pour finir sur ces chiffres, on est en train de recevoir, tiens, si tu viens juste sur la slide avant, excuse-moi Mathieu, si on prolonge un petit peu sur la deuxième promotion, on commence à avoir des résultats. On a à peu près 70-80% des résultats. Et ce qu'on obtient, ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours aligné à cette promesse initiale de 3 tonnes par hectare et par an, et à ce premier résultat de 3 tonnes par hectare et par an. Et là, au global, on se retrouve en cumulant la promo 1 et la promo 2, les premiers résultats, on a un peu plus de 17 000 hectares. Donc c'est un résultat vraiment qui se conforte, en tout cas qui se confirme au fil des promotions. Donc là, j'ai parlé stockage carbone, mais c'est tout aussi important, c'est tous les co-bénéfices qu'il va y avoir. Effectivement, on va jouer sur la matière organique, sur le stockage carbone, mais on va avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des effets sur la structure. On va avoir des sols plus poreux, donc un sol qui va être moins compact, qui laisse mieux passer l'eau. Donc ça va avoir des effets sur une meilleure infiltration, ce que je disais tout à l'heure, une meilleure rétention de cette eau. Donc on a une éponge qui est mieux formée, qui est mieux capable d'absorber, de gérer cette eau. On va bien sûr stimuler la microbiologie des sols, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fois donc, en augmentant les champignons, et notamment un champignon qui s'appelle la mycorhize. Alors peut-être que certains d'entre vous l'auront déjà entendu quelque part. Les mycorhizes sont des champignons qui vont s'associer aux racines de la plante pour étendre leur champ d'exploration, ce qui leur permet finalement d'accéder à certains nutriments et certaines molécules d'eau qu'ils n'auraient pas pu avoir seulement grâce à leur chevelure racinaire. Donc finalement, sur le sujet de l'eau, on va à la fois améliorer sa rétention, enfin son absorption et sa rétention, mais on va aussi améliorer son accès par les plantes. Donc ça a des effets, donc là j'ai parlé des sols, mais également sur la culture. À la base, le Nutrigeo et ce programme va d'abord avoir un effet sur le sol, mais ça peut se traduire en fonction des situations et en fonction des agrosystèmes sur les cultures. Là où ça se traduit sur la production, ça va être notamment sur le maïs, la betterave sucrière ou la pomme de terre, qui sont des cultures plus sensibles à des problématiques de sol. Par exemple, le maïs, des problèmes de compaction peuvent impacter son rendement. Betterave sucrière et pommes de terre, on va dire les fruits sont également dans le sol et on est sur des systèmes assez
intensif. Donc finalement, pouvoir revitaliser les sols, améliorer la fertilité globale de ces sols, peut se traduire aussi sur donc une meilleure production ou une meilleure résilience de la plante. Je pense notamment à la vigne, où on a pu observer des résultats sur la résilience hydrique. Donc une vigne qui était, je ne vais pas dire plus résistante, mais plutôt plus résiliente en cas de stress hydrique. À la différence sur d'autres cultures comme le blé, par exemple, qui ont la capacité de compenser dans tous les sens. Donc même si c'est sur un sol qui va être compacté, ça va moins se traduire sur le rendement. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi moins d'effet final sur la production de la culture. Mais voilà, c'est d'abord un effet sur le sol qui va ensuite se traduire sur le rendement et bien sûr économiquement aussi pour l'agriculteur. Merci beaucoup, Olivier. Pierre, je vais te donner la parole dans 30 secondes, mais sachez que sur LinkedIn, vous êtes capable de poser directement vos questions en commentaire. Nous, on va les recevoir et comme ça permettra derrière de prendre 15-20 minutes pour prendre vos questions, revenir sur des points à éclaircir et instaurer un échange bilatéral. Donc, merci Olivier. Puis Pierre, peut-être je peux te laisser te présenter. Donc, voilà, pour présenter, donc, je suis Pierre Taix, je suis donc viticulteur à Puy-Seguin, dans la région bordelaise, sur la rive droite bordelaise, pour être plus précis, à côté de Saint-Émilion. Donc, j'exploite environ une centaine d'hectares en agriculture biologique depuis 15 ans maintenant. Et effectivement, le programme. Alors, moi, j'avais lu notamment le livre de Francis Bucaille, qui est un des fondateurs de Gaillago. Et je trouvais que c'était particulièrement judicieux de se dire que cette matière organique, nous, c'est un véritable problème en viticulture parce qu'on exporte beaucoup organique en réalité. Et donc, d'arriver à stabiliser cette matière organique par justement un changement du rapport entre la partie bactéries et la partie champignons. Les champignons ont une durée de vie plus longue et sont capables en plus de conserver plus d'eau. Ça me paraissait intéressant. Et puis, il y a eu finalement des distributeurs qui sont lancés dans la commercialisation à la fois des produits et du programme Gaillago Carbone, qui était justement fondé sur une revente potentielle du carbone stocké, donc des crédits carbone. Et je trouve que c'est une bonne solution pour nous parce qu'on a une véritable visibilité. On sait exactement combien on a stocké par an de carbone et on a aussi une crédibilité. Ça veut dire que dans le monde viticole, beaucoup de châteaux, beaucoup de domaines, il y a pas mal de greenwashing, je trouve. Et que là, au moins, on vous dit, on a réussi via les sols à stocker tant de tonnes de carbone équivalent CO2 par an et par hectare, et ça parle un peu à tout le monde. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est un programme qui est, au début, on l'a commencé sur 30 hectares, et puis là, on l'a étendu sur toute la surface. Et puis, on voit des résultats aussi très concrets. Hein. Il y a des parcelles qui ont le sentiment qu'il y a mieux, quoi. Il y a mieux en termes de comportement face au stress hydrique, qui était un domaine qui était pour nous un peu étranger à Bordeaux, hein, il y a encore quelques années, parce que Bordeaux, c'est avant tout un climat atlantique. Mais malheureusement, depuis 10 ans, eh bien, on a de plus en plus de situations de vagues de chaleur, de sécheresse, donc ce qui se traduit par une perte de feuilles, ce qu'on appelle une défoliation. Et la vigne bloque, en fait. Le raisin ne mûrit plus. Et donc, on a des problèmes de maturité, de blocage dû à ce stress hydrique, à la chaleur. Et on cherche évidemment la matière organique joue un rôle très, très important là-dedans pour justement lutter contre ce réchauffement climatique et ces blocages. Et voilà, donc je trouve ça à la fois efficace agronomiquement et puis vraiment intelligent en termes économiques, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup Pierre pour le retour. Donc, des retours finalement agronomiques, mais également des retours économiques, si je puis dire.
Peut-être Olivier, tu veux expliquer un petit peu comment, voilà, revenir sur le programme et la première promotion et expliquer comment voilà, vous avez calculé la rémunération de 304 € par hectare. C'est ça, merci, effectivement. Merci Pierre pour ton intervention. Et effectivement, la première promotion d'agriculteurs qui a été engagée, donc les mesures, les résultats ont été obtenus, il y a 1 an maintenant et donc cette année, se passe la rémunération, donc des agriculteurs et effectivement, on a annoncé qu'en moyenne, les agriculteurs allaient être payés 304 € par hectare pour les 3 premières années, donc ce qui correspond à peu près à 100 € par hectare et par an. Et quand on met en perspective cette valeur-là, finalement, je trouve que ça nous amène au troisième, enfin au dernier un peu co-bénéfice qui est plus lié à la viabilité économique, puisque cette rémunération-là, ça couvre, si on prend juste les revenus carbone, on ne prend pas les co-bénéfices que j'ai cités avant, mais juste les revenus carbone, finalement, on va couvrir jusqu'à 90% de la transition justement de l'agriculteur. Et ça, en fait, c'est un point qui est fondamental, justement avec ce programme-là. C'est ce que je disais, hein, la viabilité économique, c'est très bien pour un contributeur, justement, de contribuer à cette transition agroécologique, mais c'est encore mieux si c'est fait de manière durable financièrement et que l'agriculteur s'y retrouve à la fin. Merci beaucoup, Olivier. Et effectivement, pour conclure et avant de prendre des questions, parce que l'idée, c'était aussi d'instaurer un échange avec vous ce matin. Vous l'avez compris, donc on a des agriculteurs qui sont engagés, qui mettent en place du coup des pratiques qui vont être rémunérés pour le faire, même si ça prend du temps. On a des résultats voilà, très concrets, très probants, avec de la mesure dans les sols. Donc, c'est vraiment des carottages et puis des analyses de sol en labo pour venir finalement certifier ces 3 tonnes qui ont été mesurées physiquement. Et donc là, l'idée, c'est également de pouvoir embarquer les entreprises dans voilà, dans ce challenge de revitaliser le sol à grande échelle en Europe. Et donc, l'approche qu'on a construite avec Gaillago et les agriculteurs partenaires, c'est pouvoir proposer très concrètement aux entreprises un programme sur mesure. Donc, on peut finalement opérer soit à quelques kilomètres de vos sites. Donc, pour reprendre l'exemple de Pierre Fabre et des agriculteurs qui ont été engagés, on est en moyenne à une petite quarantaine de kilomètres de leur site voilà, du sud-ouest. On peut également le faire dans vos filières, donc comme également pour Pierre Fabre ou pour d'autres. On a travaillé notamment avec Dior, plutôt sur la filière betterave pour faire les parfums. Donc là, c'est aussi intéressant de regarder dans votre chaîne de valeur comment on peut travailler également sur la revitalisation des sols et du coup avoir un impact concret sur la résilience de votre chaîne d'appro avec cette logique de traçabilité, c'est-à-dire que quand on engage un agriculteur, il va rentrer dans le programme, il va du coup être suivi sur 5 ans et on met à disposition une plateforme pour les entreprises pour faire remonter les données terrain et les valoriser au mieux dans le reporting. Puisque notamment dans le cadre de la CSRD, il y a des obligations donc, pour faire remonter des données certifiées. Pareil dans le cadre de stratégie net zéro, comme on l'a montré pour Pierre Fabre. Et ensuite, voilà, ce programme, en tout cas, avec Gaillago, on le fait également pour créer un lien concret entre des agriculteurs comme Pierre qui s'engagent et des entreprises qui sont parfois un peu plus en aval. Et du coup, ce qu'on propose, c'est des visites de ferme et d'aller voir très concrètement, en fait, sur le terrain, ce qui a pu être mis en place par les agriculteurs. À date, c'est près de 1100 agriculteurs du coup, qui sont accompagnés et engagés dans voilà, 5 pays, si je me rappelle bien, Olivier, en Europe. Merci beaucoup. Il est voilà, quasiment 11h40, donc on a une petite dizaine de minutes pour prendre des questions. Et donc, n'hésitez pas, c'est super simple. Vous tapez, comme vient de le faire Alexandra d'ailleurs, merci, sur le chat, directement sur LinkedIn. Et nous, on va recevoir les questions directement et on pourra y répondre. Alors, peut-être une première question
d'Alexandra. Bonjour, comment s'est fait le choix d'utilisation du label Gold Standard, les différences et les avantages avec le label bas carbone? Et une deuxième question ensuite, d'Alexandra également, comment est calculé le prix d'achat de la tonne de carbone? Y a-t-il un minimum de prix d'achat pour les entreprises? C'est des très bonnes questions. Je te propose peut-être, Olivier, de commencer par une réponse assez macro, parce que nous également, on travaille sur le label bas carbone, et puis ensuite de pouvoir compléter si tu le souhaites. Alors, la première question, donc, comment s'est fait le choix d'utilisation du label Gold Standard? Alors, en fait, on est sur un programme où on a souhaité mettre au cœur du dispositif la mesure in situ. C'est vraiment, donc, comme je l'ai expliqué juste avant, et Olivier également, on va avoir du coup des mesures qui vont se faire en analyse de sol, donc dans des labos, donc avec des carottages, et pour bien précisément mesurer le stockage effectif du carbone dans les sols. Ce qui a pas mal d'avantages, notamment de pouvoir travailler en multifilière et de pouvoir générer derrière un crédit carbone qui est reconnaissable notamment par une méthodologie Gold Standard. Le label bas carbone est une autre approche qui est complémentaire, qui travaille plutôt sur la modélisation, donc c'est-à-dire qu'on utilise des outils qui vont être certifiés, qui vont permettre d'estimer finalement le stockage du carbone par la mise en place d'un certain nombre de pratiques à travers des méthodologies qui ont été du coup créées et certifiées par filière. Donc, il y a notamment une méthodologie, par exemple, sur l'élevage, sur l'arboriculture ou encore sur la grande culture. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, par exemple, de méthodologie en viti, en maraîchage ou encore en plante à fleurs, plante à parfum. Et donc, en fait, le fait de venir avec cette méthodologie Gold Standard où on est vraiment sur de la mesure in situ permet, notamment sur des filières aujourd'hui qui ne sont pas concernées par le label bas carbone puisqu'il n'y a pas finalement de méthodologie disponible, et de les engager, comme à l'image de Pierre, et de mesurer très concrètement et très précisément le stockage effectif des tonnes de carbone dans le sol. Je ne sais pas si Olivier, tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Effectivement, nous, également en tant que porteur de projet, pourquoi on s'est orienté sur le label Gold Standard? Il y a différentes raisons. Peut-être la première que je pourrais citer, c'est déjà que tu l'as dit tout à l'heure, on a été cofondé par Francis Bucaille qui est un agriculteur. Donc on est une boîte d'agriculteurs et donc on est une vision très pragmatique. Et on s'est dit, quoi de mieux pour mesurer finalement l'évolution du carbone que le mesurer très concrètement. Donc ça nous a paru en fait être un choix logique d'aller mesurer vraiment ce qui se passe dans les sols. Et quand on a regardé un petit peu les différentes méthodologies qui existaient, c'était Gold Standard qui nous permettait justement de faire certifier cette méthodologie-là. On voulait également avoir un label, une certification qui soit renommée au niveau mondial, puisque comme tu l'as dit Mathieu, on a également des agriculteurs qui sont en Belgique et sur d'autres pays européens. Et donc, on voulait quelque chose qui puisse être reconnu de manière internationale, à la fois par les institutions et par les acteurs. Et pourquoi le choix de Gold Standard? C'est aussi, et on le voit bien quand on a construit la méthode, ils sont très carrés, très rigoureux, et ça nous a aussi conforté dans notre choix en se disant, bon, voilà, on sait que c'est une méthodologie qui est très sérieuse, qui permet d'avoir un suivi complet de cette mesure et remesure, et donc de valoriser au mieux les crédits carbone générés. Exactement. Et du coup, pour prendre la deuxième partie de la question, comment est calculé le prix d'achat de la tonne de carbone? Y a-t-il un minimum de prix d'achat pour les entreprises? En fait, on a fait tout simplement, on travaille sur un package qui permet notamment de reverser plus grande partie du coup du prix d'achat des entreprises directement dans la poche des agriculteurs, parce que c'est ce qui va permettre de financer, comme l'a dit Pierre, ce programme sur 5 ans et la mise en place de pratiques. Ensuite, il y a une partie qui vient sur la partie Gaillago qui va faire un petit peu le développeur de projet, chef d'orchestre et le lien aussi directement avec les agriculteurs pour les engager. Et puis ensuite, nous, à Gotera,
on est plutôt un petit peu le tiers de confiance qui nous occupons finalement de faire le lien avec les entreprises et de nous assurer que la donnée circule bien et l'accompagnement sur toute la partie valorisation. Donc, il n'y a pas de... Enfin, si, il y a un prix minimum d'achat, pardon. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que finalement, le prix d'achat des entreprises puisse rémunérer justement les agriculteurs. Et avec grand plaisir, Alexandra, pour en parler plus précisément avec vous. On a une autre question du coup de Neil, plutôt pour Olivier. Donc, j'ai une question concernant les céréaliers engagés dans le programme de 5 ans. Un agriculteur peut-il faire évoluer son itinéraire technique au cours des 5 ans? Ou bien les pratiques déclarées au démarrage doivent être maintenues pendant toute la durée du programme, dans la mesure où la rémunération est calculée sur la quantité de CO2 stockée et les réductions d'émissions associées? Alors, merci pour cette question et ça va permettre aussi d'illustrer un point que j'ai pas forcément mentionné durant la présentation. Donc déjà, pour répondre, la seule pratique obligatoire, c'est l'application de Nutrigeo sur les 5 ans. Toutes autres pratiques régénératives qui sont mises en place au cours des 5 ans ne vont pas faire exclure l'agriculteur. Au contraire, toute pratique qui va permettre soit de préserver, soit de nourrir, soit en tout cas d'améliorer ce stockage-là, sont bonnes à prendre. Et d'ailleurs, là-dessus, au cours des 5 ans, on organise ce qu'on appelle des clubs fertilité des sols. Donc, ce sont des réunions organisées avec des groupes d'agriculteurs localement pour justement mettre en avant la pertinence à la fois d'associer, donc bien sûr, l'application, de justifier l'intérêt de l'application du produit, mais de l'associer avec des pratiques régénératives. Je donne un exemple tout simple. L'activation des champignons qu'on va faire, on active, on va dire, les artisans, mais pour que ces artisans travaillent, ils ont besoin de matière initialement. Donc, l'agriculteur qui va apporter régulièrement de la matière organique ou qui va changer certaines pratiques, eh bien finalement, ça va être de la nourriture, on va dire, pour ces champignons, pour ensuite la transformer en matière organique stable. Et donc, nous, on encourage énormément les agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques agroécologiques durant les 5 ans. Et le fait d'avoir de la mesure et remesure, et que c'est très concret, finalement, on peut intégrer tous ces changements de pratique. Merci, merci beaucoup Olivier pour cette réponse. Alors, il y a une question de Vincent Jacot. Vous avez parlé d'une approche combinatoire qui permet d'améliorer encore les résultats. Quel exemple concret de solutions associées pour booster la captation sur certaines cultures? Par exemple, les solutions Gaillago associées à des solutions favorables au développement des bactéries du sol. Alors, les combinaisons ou les associations bénéfiques, ce que j'ai déjà évoqué un peu à l'oral à l'instant, c'est apporter de la matière organique. C'est basique, mais l'agriculteur apporte de la matière organique. Nous, on apporte, en tout cas, on active les artisans qui vont transformer cette matière organique fraîche en matière organique stable. Et après, par contre, là, c'est ce qu'on fait aussi dans les conseils, c'est plus on va avoir de la matière organique qu'on appelle ligneuse, donc complexe. Donc, en gros, on a une phrase assez célèbre de notre cofondateur qui dit on fait pas d'humus avec de la salade. Ça veut dire qu'en gros, la matière organique, plus elle va être âgée ou en tout cas ancienne, pailleuse par exemple ou ligneuse, et bien plus on va aller construire du carbone stable dans les sols. Donc voilà, ça c'est un exemple de pratique qui clairement apporte des bénéfices dans le stockage du carbone. Ça, il y a également, bien évidemment, la réduction ou l'arrêt du travail du sol qui va éviter de perturber la vie microbienne et de maximiser la fertilité du sol qui va donc capter derrière plus de carbone, comme on l'a vu en introduction. Exactement. Alexandra a également encore une question sur est-ce qu'on pourrait imaginer faire entrer des maraîchers dans la dynamique? Moi, c'est personnellement ce que j'aime beaucoup avec ce programme, parce que nos amis maraîchers, jusqu'alors, sont un petit peu exclus du programme Label Bas Carbone, puisque vu que c'est de la modélisation, en fait, quand on est maraîcher, on capte beaucoup de carbone, mais on sort beaucoup aussi de carbone. On stocke et on déstocke finalement. Et donc, finalement, ce dispositif avec une mesure in situ fonctionne très bien aussi en maraîchage. Peut-être tu as un ou deux exemples en tête, Olivier.
Oui, bien sûr. Bah, effectivement, on a des agriculteurs qui sont déjà engagés dans la démarche. Alors, notamment dans le secteur Normandie. Donc des agriculteurs, des maraîchers, qui sont rentrés, il y a 3 ans maintenant et dont les premiers résultats commencent à sortir. Et on a un de ces agriculteurs-là. Alors, je me souviens plus exactement du stockage, mais je crois qu'on était à quelque chose comme 4 tonnes par hectare et par an, de stockage carbone, lié notamment avec, donc l'application du produit, mais avec, des pratiques, régénératives, en essayant de ramener de la matière organique au maximum, par exemple. Donc, oui, oui, clairement, les maraîchers rentrent dans la dynamique, hein. On ne fait pas on fait pas de tri, avec eux. Super. Et justement, c'est une question très liée ensuite. Est-ce que finalement, Gaillago, vous avez des critères de choix des agriculteurs pour ce programme? Alors effectivement, on va avoir des critères de choix pour sélectionner, on va dire les agriculteurs. Je ne vais pas dire sélectionner, mais en tout cas les engager. Et en fait, ces critères, ils sont basés simplement sur cette réflexion. Est-ce que l'agriculteur qui va rentrer dans le programme a un potentiel de stockage suffisant? C'est-à-dire que si on se dit, non, l'agriculteur, de par son agrosystème, va pas amener, suffisamment de stockage, bah, finalement, on va pas atteindre les résultats. Donc nous, on aura engagé l'agriculteur finalement pour pas atteindre ce stockage. L'agriculteur sera frustré. Donc effectivement, on a, quelques critères, on appelait ça un peu les critères d'éligibilité. Et l'un d'entre eux, c'est notamment, tout ce qui est, pâturage, les prairies permanentes, par exemple. Les prairies permanentes, on considère, notamment là où il y a des animaux, qu'il y a déjà un stock de matière organique assez élevé. On peut aller jouer encore sur une augmentation de cette matière organique stable, parce qu'on peut avoir beaucoup de matière organique au global, mais pas forcément une matière organique utile. Mais on a considéré que le résultat était plus variable sur ces types d'agrosystèmes. Et donc, on a préféré les sortir du programme. En tout cas, sur les démarches Gaillago Carbone. Super. Bah, merci beaucoup. C'est très clair. Est-ce que éventuellement il y aurait une dernière question? À ce moment-là, bah, même process, juste l'écrire sur LinkedIn et nous, on la reçoit directement. Comme ça, on peut y répondre. Et puis ensuite, clôturer la session. Je laisse encore une petite vingtaine de secondes si la réponse est formulée. Super, a priori, du coup, plus de questions. Super, c'est positif, ça veut dire qu'on a été clair, Pierre et Olivier. Et justement, je souhaiterais vous remercier d'avoir été présent avec nous ce matin. Merci également Pierre qui prend voilà, du temps et qui nous a fait un super retour du terrain. C'est toujours très précieux également d'avoir des agriculteurs qui soient représentés dans ce type de session. Et merci Olivier également pour toutes les précisions un petit peu techniques. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis à très vite. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Au revoir.